Bienvenue dans Ça dit quoi, votre rendez-vous hebdomadaire où on décrypte l'actualité du continent à travers la presse africaine. Et ensemble, pendant 26 minutes, on va lire entre les lignes, croiser les regards et surtout proposer une analyse bien africaine sur les grands événements de notre quotidien. Alors cette semaine, ça dit quoi? De plus en plus de pays africains interdisent certains produits éclaircissants et pourtant cette pratique perdure. Alors comment lutter contre, surtout auprès des jeunes? Analyse avec Abigail, président de l'association Teranga qui sera avec nous depuis Paris en France. Mais au-delà de la beauté, qu'est-ce que cette pratique raconte du rapport que beaucoup d'afro-descendants ont avec leur peau noire, de l'héritage colonial et aussi quel rapport avec l'estime de soi? Réponse cette fois-ci avec Johanna Boyer-Dilolo, réalisatrice du documentaire Peau noire, quel héritage, qui sera également avec nous depuis Paris. Et enfin, on terminera avec un exploit historique, celui de la Marocaine Nawal Soundla, entrée dans l'histoire de l'alpinisme mondial après avoir enchaîné l'Everest et l'Ost. Et oui, en effet, des sommets dont peu d'alpinistes aujourd'hui peuvent célébrer d'avoir bien atteint. Alors, avec nous, comme chaque semaine, évidemment, Bachir Thiam, rédacteur en chef à Média 1 TV, qui est très bien habillé pour cette émission. Ça dit quoi cette semaine? Ça dit que je suis beau déjà cette semaine, parce que c'est la semaine de l'Aïd, donc Aïd Moubarak. À tous. Et puis, comme on dit chez moi, de Weneti Mariam, Sambé aussi par ailleurs. Merci beaucoup, Bachir. Alors, on commence avec Ça dit quoi dans la presse africaine. Pourquoi tant de femmes africaines s'éclaircissent-elles la peau? C'est la question à laquelle tente de répondre la BBC. Et dans ses réponses, des chiffres surtout affolants. Dans certains pays africains, plus de 50% des femmes utilisent régulièrement des produits de ce type pour leur peau. Au Nigeria, on monte à 77%. Pour cause, rappelle l'article, des siècles d'histoire coloniale qui ont valorisé des idéaux de beauté eurocentrés tout en dénigrant les autres formes de beauté dans le monde. Pourtant, on le sait, rappelle l'article, la dépigmentation comporte des dangers graves pour la santé, comme des complications cutanées sévères, infections, atrophie de la peau, voire des cancers. Et les atteintes ne se limitent pas à la peau. On passe aussi aux reins qui peuvent être atteints, le système nerveux, le métabolisme également. L'ensemble peut être affecté. Et avec nous pour essayer de comprendre l'impact de cette pratique qui a du mal à s'arrêter, Abigail, président de l'association Teranga, qui prône l'autonomisation des jeunes filles par le sport et l'éducation, mais aussi le leadership. C'est une association qui est au Sénégal. Bienvenue avec nous, Abi. Merci beaucoup, Mariam. Alors, on l'a dit, votre association porte ce combat, on l'a dit, l'autonomisation des jeunes filles par le sport et le leadership, mais parmi les combats également que vous menez, essayez de contrer tous ces diktats de la beauté à cause desquels beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, notamment sur le continent, cèdent à la dépigmentation. Alors, à votre avis, pour quelles raisons et surtout quelles conséquences sur leur estime d'elles-mêmes? Alors, comme vous l'avez très justement dit, je pense que la colonisation, que l'histoire de la traite négrière a énormément affecté la représentation des personnes noires, notamment donc à travers le monde, mais déjà aussi en interne sur le continent. Moi, j'ai grandi en France, je suis née en France et j'ai eu à subir du colorisme plus jeune, mais j'ai été particulièrement choquée lorsque je suis revenue au Sénégal pour la première fois à 22 ans. Après 15 ans d'absence, et que j'ai constaté à quel point ma peau était un sujet. Ma famille ne comprenait pas pourquoi je ne m'étais toujours pas éclairci la peau après tant d'années passées en France, pourquoi j'avais pas les cheveux défrisés non plus. Donc en fait, pour eux, être en Europe était une opportunité pour moi que de me dépigmenter, que de me lisser les cheveux et de dénaturer en fait mon image de femme noire. Est-ce que c'est la raison Oui, tout à fait. Est-ce que c'est la raison pour laquelle, dans votre association, vous voulez principalement lutter contre l'impact de, comme on l'a dit, ces diktats de beauté venus de l'étranger? Oui, ça a été vraiment l'élément déclencheur, de réaliser en fait qu'au Sénégal, la dépigmentation de la peau était quasiment une norme dans certains milieux, notamment dans les milieux urbains, à Dakar, dans les grandes villes. Et donc, je me suis dit à quel niveau, moi, je peux intervenir. Et c'est à ce moment-là que j'ai mis en place ce camp de basket éducatif pour sensibiliser les jeunes filles sur la confiance en soi, l'estime de soi, de s'aimer, d'avoir de l'amour-propre et d'être fière d'être une jeune fille noire au Sénégal avec le teint plus ou moins foncé.
Donc ça, c'est un beau message. Et d'ailleurs, l'État, enfin quelques États africains aussi, eh bien, veulent arrêter cette pratique qui dure depuis trop longtemps. Burkina 24, c'est un autre article que nous avons qui précise qu'à cause de ces problèmes de santé aussi, 12 produits éclaircissants aujourd'hui vont être interdits par l'Agence béninoise du médicament et des autres produits de santé. L'agence qui invite également les citoyens à signaler toute vente ou distribution de produits comme ceux-ci ou bien même de leurs dérivés. Direct Gabon de son côté titre également sur les risques qu'encourent les vendeurs de produits dits Kwanza. C'est des produits encore une fois pour blanchir la peau. Et là, la conséquence est grave, c'est la prison ou 50 millions de francs CFA d'amende. C'est donc un rappel à l'ordre qui a fait également grand bruit sur les réseaux sociaux. Et au Togo aussi, on a un autre article d'ici Lomé qui pose également la même question, même contrainte, mais cette fois-ci, c'est un article qui appelle en particulier le ministre de la Santé également d'interdire ces produits sur le territoire togolais. Bachir, c'est une question que je vous pose à vous cette fois-ci. Est-ce que c'est une manière de régler ce problème de la dépigmentation que d'interdire ces produits, que ce soit, on l'a vu au Bénin, au Gabon, mais on sait surtout qu'il y a un immense marché derrière et on l'a vu aussi des représentations sociales qui sont très ancrées. Alors est-ce que interdire, c'est la solution? Moi, je pense que ce n'est pas la solution et que la présidente de Teranga-Abi ou Teranga-Abi, ça va, tous les deux vont. Ce n'est pas seulement un problème de produit, c'est un problème d'abord de phénomène social, elle l'a rappelé, c'est un problème économique, vous l'avez rappelé aussi, et c'est symbolique. Je pense que d'abord, les canaux de beauté, s'ils sont regardés seulement par la lorgnière de l'Occident, effectivement, comme elle nous disait, le colorisme, on devient tout de suite moche, quoi, alors qu'on est beau. En tout cas, moi, je me sens très beau. Vous êtes belle. Donc, je pense qu'Abi, on l'a vu, elle est très belle. Pourtant, elle est noire, elle n'a pas de cheveux lisses, elle l'a rappelé. Donc, je pense que ce n'est pas une question de produit. Donc, encore moins que l'État se mêle de ces histoires pour légiférer ou pas. On n'a pas à interdire les produits. On a juste qu'à reprendre les esprits et vivre comme on doit le faire. Simplement, on a vu encore les Blancs bronzés. Ça, c'est un phénomène de mode. Mais on n'a pas vu les Blancs changer de couleur de peau pour devenir noirs. Pourtant, ils bronzent l'été et tout ça. Donc, nous aussi, on peut rester noirs et rester beau et s'affronter à la couleur blanche ou les autres couleurs que Dieu nous donne, quoi. C'est effectivement, mais quand même cette interdiction a fait beaucoup réagir, on l'a dit surtout au Gabon. Et d'ailleurs, on a essayé de demander quelle était la réaction des Gabonais par rapport à cette interdiction. On les écoute. Ce qui concerne la santé, nous devons vraiment appliquer cette loi sur ce pan-là, sur ce sujet-là. Pour moi, ça me fait beaucoup plaisir parce que vraiment, j'aime pas beaucoup voir certaines, surtout les femmes, nous les hommes, nous ne sommes pas trop dans ça. Je ne pense pas que ce phénomène-là concerne uniquement que les femmes. Il y a également les hommes qui sont touchés. Maintenant, je pense qu'il est surtout psychologique. Ça révèle surtout un complexe d'infériorité. La loi est là déjà, maintenant peut-être c'est le suivi. C'est très intéressant. On a des avis justement qui accueillent l'interdiction, mais qui insistent aussi sur la portée psychologique de ces dépigmentations. Et donc, on l'a vu, c'est des pratiques d'éclaircissement qui atteignent malheureusement même aujourd'hui des enfants. Et c'est sur ça qu'on veut lutter, notamment en Côte d'Ivoire. On a Kouassi, aujourd'hui un média ivoirien, qui nous explique qu'à Yopougon, c'est un quartier d'Abidjan, où un groupe scolaire a décidé de faire un atelier de sensibilisation à destination des parents d'élèves, mais surtout des élèves. L'objectif, évidemment, déconstruire les stéréotypes liés à la couleur de peau, et cela dès le bas âge. Alors, Abi, vous l'avez dit, vous, avec votre association, vous essayez d'accompagner ces jeunes filles pour qu'elles aient davantage confiance en elles. Est-ce que, par rapport à ces questions de critères de beauté, est-ce que la sensibilisation marche? Comment vous en faites? Et comment est-ce que vous voyez que ça permet de déconstruire, on l'a dit, tous ces stéréotypes, en particulier dès le plus jeune âge? Alors oui, tout à fait. Je pense que l'interdiction est une des solutions, mais elle doit être couplée à l'éducation, à la sensibilisation. L'action, elle est avant tout psychologique pour moi. On voit très bien que les jeunes filles, au départ, ont une mauvaise estime d'elles-mêmes, de leur identité de femme noire. Comme vous le disiez tout à l'heure, on pense que pour être beau, il faut être clair, se rapprocher en fait des dictats de beauté occidentalo-centrés. Et donc nous, on vient déconstruire tout ça, on vient proposer un contre-modèle en insistant sur leur identité, sur les traditions africaines, mais aussi sur leurs compétences intrinsèques. On veut leur faire comprendre que la beauté, c'est subjectif, mais
En revanche, ce qu'elles représentent elles-mêmes, c'est ce qu'elles sont réellement, voilà. Et c'est sur ça qu'elles doivent s'appuyer pour avancer, pour évoluer et se faire valoir, et non sur une prétendue beauté qui, d'un contexte à l'autre, peut différer. Donc moi, je m'attarde vraiment sur les compétences, les soft skills, les hard skills de ces jeunes filles-là, et c'est ce que l'on développe à travers nos camps de basket éducatifs. Donc on a des entraînements sportifs, mais on a aussi des sessions en classe avec un programme de formation qui est centré sur la confiance en soi et l'estime de soi. Et je pense vraiment que c'est l'éducation qui permettra d'éradiquer ces pratiques dans le temps. Et qu'est-ce que apporte également le sport? Parce qu'il est quand même assez central dans votre association. Est-ce que c'est une manière aussi d'être plus proche de son corps, de mieux le maîtriser, de s'y sentir bien et de coupler ça également à un autre regard sur nous-mêmes? Donc, quelle est la valeur du sport dans ce que vous faites? C'est exactement ça. Je pense que le fait de faire du sport en tant que femme, c'est se rapproprier son corps, c'est d'avoir un espace aussi où l'on peut s'exprimer physiquement, où l'on peut exister. Et donc, ça permet de renforcer la confiance en soi. Moi, j'ai été basketteuse professionnelle et j'ai vu à quel point le sport a joué ce rôle dans ma vie, d'acceptation de soi, le fait de pouvoir repousser mes limites, de pouvoir me dépasser. C'est ce qui a fait que j'ai pu avoir confiance en moi davantage. Et ensuite, par la suite, de par mon éducation, de par ma déconstruction aussi, j'ai pu accepter la femme noire que j'étais, indépendamment du regard des autres et notamment du regard de la société au Sénégal, qui peut juger par moments, en fonction des lieux et des contextes, que je devrais avoir la peau plus claire pour être belle. Et donc, c'est pas ce qui vient me conforter dans ma confiance, mais ce sont mes accomplissements, ce sont mes acquis, c'est ce que je travaille au quotidien qui me permet d'avoir confiance et c'est le message que je veux transférer aux jeunes filles. Merci beaucoup Abigail. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Terrain Gabi qui essaie de prôner l'autonomisation des jeunes filles par le sport, l'éducation et le leadership au Sénégal. Merci infiniment pour ce joli message que vous nous avez laissé pour cette intervention. Et justement, on parlait du regard que nous avons sur notre couleur de peau et c'est également ce sujet qui est au cœur d'une nouvelle série documentaire. On en parle dans la seconde partie de l'émission. Ça veut dire quoi ? TV5 Monde vient de partager un communiqué de presse concernant le lancement d'une nouvelle série documentaire intitulée Peau noire, quel héritage? C'est une création originale qui explore ce rapport à la couleur de peau, en particulier chez les personnes noires francophones. C'est une série de 5 épisodes dont l'objectif est de mener une réflexion intime sur l'acceptation de soi, avec un retour évidemment sur l'histoire, mais aussi des témoignages de personnalités et d'experts. C'est un documentaire produit par Johanna Boyer-Dilolo et Estelle Njanjo. Et avec nous, justement, pour essayer d'en parler, la réalisatrice Johanna Boyer-Dilolo. Bienvenue parmi nous. Bonjour. Alors, Johanna, vous explorez évidemment ce rapport que beaucoup d'entre nous ont avec la peau noire. Pourquoi alors avoir voulu traiter ce sujet aujourd'hui en particulier? Alors, je traite ce sujet parce que, à titre personnel, je suis née en Côte d'Ivoire, où la question de la couleur de peau n'était pas vraiment une, vu que nous sommes majoritaires en Côte d'Ivoire, les personnes noires. Sauf que maintenant, j'habite en France et au moment de ma grossesse, je me suis posé la question de ce que j'allais transmettre à l'enfant qui allait naître sur sa couleur de peau dans un pays où la couleur de peau n'est pas la norme. Parallèlement à ça, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a des problèmes de dépigmentation qui sont réels en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire a d'ailleurs légiféré dessus. Et donc, j'ai voulu me questionner sur qu'est-ce que j'allais transmettre et qu'est-ce que ça raconte intimement de nous, mais aussi sociologiquement, dermatologiquement, en invoquant à la fois des scientifiques, des sociologues, mais aussi des personnalités publiques avec leurs récits personnels. Donc il y a un vrai questionnement autour de la transmission, mais il y a surtout, Bachir, je vais me tourner vers vous cette fois-ci, un marché, parce qu'on a d'ailleurs un article aujourd'hui qui nous présente un rapport de Nielsen qui date de janvier 2026 et qui révèle que 2/3 des consommateurs noirs accordent aussi plus d'attention aux publicités qui reflètent leur culture, et il souligne également le pouvoir économique et l'influence culturelle majeure de cette communauté sur le marché, en particulier américain. Et aussi, comme l'indique elle
Afrique. Les réseaux sociaux également ont brisé les anciens monopoles médiatiques occidentaux pour redéfinir les canons esthétiques de beauté du continent. Donc les créateurs de contenus locaux en particulier dictent désormais leurs propres règles et on célèbre désormais la peau noire, les cheveux afro et les traits de visage africains. Donc Bachir, il y a un marché sur cette question-là, mais avant de l'explorer, une dernière question pour Johanna avec nous. Les standards de beauté, on le sait, Johanna, ont pendant longtemps été imposés par les médias occidentaux. Aujourd'hui, c'est vous qui produisez ce documentaire. Il y a aussi le rôle des réseaux sociaux, on l'a dit, qui ont beaucoup changé la visibilité de la beauté noire et afro-descendante. Alors, est-ce que c'est une manière aussi pour vous de contribuer à ces changements de modèle ? Oui, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup de beauté, mais la raison pour laquelle ces canons de beauté existent, ça convoque un héritage historique qui est évidemment la colonisation, qui a hiérarchisé un peu ces couleurs de peau. C'est-à-dire que si on avait un enfant métis, on blanchissait sa lignée, et donc c'était un signe d'ascension sociale. Donc ça convoque la beauté, mais pas que. Et aujourd'hui, effectivement, c'est assez réjouissant et encourageant de voir une génération qui a décidé de se réapproprier tout ça, d'affirmer sa beauté. Mais je pense que pour quand on en arrive là, il y a eu un cheminement, il y a eu des petites victoires et il y a eu une connaissance solide de cet héritage historique pour le déconstruire par la suite. Et c'est ce qu'on essaye de raconter dans le documentaire avec ma co-réalisatrice Estelle Janjo. Merci. Donc, Bachir, je reviens vers vous cette fois-ci par rapport à l'économie qui est derrière. On a Impact Afrique qui partage également des chiffres phares. L'industrie cosmétique en Afrique subsaharienne est devenue également un secteur hautement stratégique à l'échelle mondiale. C'est 9 milliards d'euros, une croissance annuelle entre 6 et 8%. Africa Rebirth ajoute également que cette crise identitaire qui est liée au blanchiment de la peau en Afrique est un marché qui est estimé cette fois-ci à plus de 8,6 milliards de dollars. Elle devrait atteindre 11,6 milliards de dollars d'ici 2028. Aujourd'hui, tout le monde participe à ce changement donc, de canon de beauté au niveau du continent africain. Il y a des documentaires comme celui qui va paraître, mais j'aimerais quand même la mettre face à ce marché cosmétique qu'il y a derrière. C'est des milliards d'euros et de dollars. Est-ce que, comment, Bachir, on peut expliquer cette contradiction ? On se connaît mieux, on se valorise mieux, et pourtant, le marché pour éclaircir la peau explose. Et il y a aussi un marché de la beauté africaine qui s'envole. Donc, ce n'est pas une contradiction, c'est deux phénomènes qui avancent en même temps. C'est parallèlement, effectivement, si on va chercher derrière ces chiffres que vous venez d'avancer, vous allez trouver c'est les mêmes producteurs de ces produits cosmétiques, jadis destinés à éclaircir la peau noire pour qu'elle devienne blanche, qui aujourd'hui proposent des produits destinés à la peau noire. C'est-à-dire qu'au cas où vous n'accepterez pas, ou en tout cas vous êtes comme Abigail ou comme Johanna, vous voulez rester dans vos canaux de beauté et dire que voilà, on est belle comme on est. Donc on va vous chercher par ailleurs en proposant des produits effectivement qui vont éclaircir votre peau, peut-être pas pour la rendre blanche, mais pour la rendre éclatante. On va vous dire que c'est un peu mat, c'est pas très clair, c'est pas beau. Donc ces économies-là se jouent... C'est un marché qui s'adapte. Mais bien évidemment, c'est un marché qui s'adapte et qui va chercher tous les récalcitrants, tous les résistants, tous ceux qui veulent, comme Abigail, dire non à voilà, elle avait appelé ça le clarisse, comment elle l'appelait ? Éclaircir la peau. Éclaircir la peau. Donc il s'est dit, écoutez... elle ne veut pas, donc on va lui proposer des produits qui vont quand même lui donner beaucoup plus d'éclat dans sa couleur de peau noire, cette fois-ci, mais sans lui dire que tu vas devenir plus blanche. Donc, c'est des économies qui se parlent et qui combinent, qui vont chercher toujours de plus en plus de consommateurs. Et in fine, d'ailleurs, les chiffres, vous l'avez dit, c'est passé de 8 à 11 milliards tout de suite. Quoi. Justement, les 11 milliards, c'est surtout le marché des produits éclaircissants qui, lui, continue de bondir. Et c'était ça, la contradiction. Et peut-être qu'on va poser aussi la question à Johanna. Donc, on voit ce marché de la beauté africaine qui explose. Donc, voilà, on veut plus se mettre en valeur avec des produits qui nous correspondent. Donc, il y a un changement, quelque part, de mentalité. Mais il y a toujours ce marché pour éclaircir la peau qui, lui, progresse, justement. Il y a des prévisions jusqu'à 11 voire 12 milliards de dollars et c'est cette contradiction que j'aimerais pointer du doigt. Pour vous, qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, il y a des personnes qui n'arrivent pas peut-être encore à se réconcilier avec leur peau, leurs traits africains? Qu'est-ce qui manque, sachant qu'on se connaît mieux, qu'on se valorise mieux, qu'il y a aussi un travail au niveau médiatique qui se fait?
Bien sûr, pour moi, il y a deux phénomènes qui subsistent. C'est qu'il faut savoir parfois on s'éclaircit la peau sans le savoir. C'est-à-dire que dans les produits, ils proposent des substances qui, à une certaine quantité, ne sont pas dangereuses. Mais en l'utilisant tous les jours, on s'éclaircit la peau sans le savoir. Et quand on ne connaît pas ces composants-là, on se fait avoir. Et la deuxième chose, c'est que même si on avance, c'est comme toutes les avancées, on fait de petits pas, mais encore si on regarde les représentations au cinéma, par exemple, je parle du cinéma mondial américain, par exemple, il y a quand même une persistance du modèle où les personnages métis ou clairs de peau sont les personnages les plus riches ou les plus valorisés. Et on est en train de changer ces regards-là parce qu'il y a une nouvelle génération de réalisateurs et de réalisatrices qui arrivent. Mais ça va aussi passer par la culture. Et je pense que c'est ça qui manque. C'est multiplier les représentations dans la culture en tout genre, que ce soit le cinéma, les réseaux sociaux, la musique, etc., de personnes qui assument leur couleur de peau et qui réussissent. Parce qu'il y a un sujet de réussite aussi qui va avec ce cliché de la peau claire. Donc c'est quelque chose de profondément social sur laquelle il faut travailler. Et justement, votre documentaire essaie de montrer et de déconstruire ces idées-là et pour en créer d'autres qui correspondent mieux aux réalités. Donc je rappelle le nom de votre documentaire, Peau noire, quel héritage, qui sera donc diffusé sur TV5 Monde et que vous avez donc réalisé. Juste une dernière question, il sera disponible quand, votre documentaire ? Il sera disponible à partir du 3 juin sur TV5 Monde+. Et sur TV5 Monde, à partir du 6 juin, il y aura un épisode chaque samedi à 16h45, heure de Dakar. Merci beaucoup, en tout cas, très hâte de le découvrir. Merci infiniment, Johanna, pour vos explications et la présentation de votre documentaire. Merci beaucoup. Alors cette question de représentation, on le sait, ça dépasse évidemment largement le cas de la beauté ou de l'image. Ça touche aussi au modèle que l'on met en avant et à la manière dont la jeunesse africaine en particulier se projette dans le monde et dans ce qu'elle pense être possible d'accomplir. Et cette semaine, il y a justement une Marocaine qui vient de repousser les limites du possible. On découvre son portrait dans Ça raconte quoi ? La Marocaine Nawel Sfndla vient de réussir l'ascension de l'Everest puis de l'Ost, 2 sommets sur la chaîne de l'Himalaya en une seule poussée. C'est un défi extrêmement rare dans le monde de l'alpinisme. C'est relayé par la Nouvelle Tribune parce qu'ici on parle de 2 sommets de plus de 8000 mètres d'altitude, notamment l'Everest, plus haut sommet du monde, qui ont été enchaînés sans retour prolongé au camp de base. Et lorsqu'elle a atteint le sommet, elle a adressé un message à la jeunesse marocaine. On l'écoute. Un message à tous les jeunes marocains et à tous les jeunes de façon générale. N'attendez pas d'avoir les moyens pour pouvoir réaliser vos rêves. Battez-vous, rêvez grand. Laissez personne dénigrer vos rêves. Allez jusqu'au bout. On est très fiers d'elle en tout cas, mais Bachir, ça m'amène à cette question. Pourquoi est-ce qu'elle vient de réaliser casse des clichés, notamment sur les disciplines où les Africains ne sont jamais attendus, comme l'alpinisme ? Encore moins une femme africaine. Tout à fait. Encore moins, je crois, parce que c'est d'abord, ça relève vraiment d'un exploit physique. Et mental. Et mental. Mais physique et mental, effectivement, parce qu'il faut avoir du mental pour aller. Vous avez dit 8000 mètres, c'est beaucoup plus, c'est 8849 exactement. Donc c'est le sommet le plus haut, c'est les chaînes d'Himalaya, justement, l'Everest. C'est le plus haut, c'est en Asie, c'est pas sur notre continent. Donc il faut y aller d'abord et grimper, atteindre le sommet. Et maintenant, aussi longtemps qu'on atteindra des sommets, il y a toujours des sommets encore à atteindre. Je pense que c'est un bel exemple pour la femme africaine de manière générale, la femme marocaine en particulier, la femme musulmane pour encore faire plus de trucs, et la femme arabe, etc. C'est toutes ces femmes-là qu'on n'attend pas sur ces créneaux-là. Effectivement, et c'est elles qui viennent changer les représentations. Effectivement, et je pense qu'à partir de maintenant, le regard aussi va changer sur la femme africaine, la femme marocaine, la femme musulmane et la femme arabe. Et même elle changera de regard sur elle-même. Et c'est ça qui est intéressant. Je pense que oui. Merci infiniment, Bachir, pour toutes ces analyses tout au long de cette grande revue de presse africaine. On arrive déjà à la fin, le temps de conclure. Alors, ça dit quoi cette semaine dans la presse africaine ? Ça dit que la dépigmentation reste le reflet de représentations profondément ancrées autour de la couleur de peau
peau et de la beauté et que combattre, eh bien, cela reste un défi complexe. Elle dit également qu'une nouvelle génération afrodescendante cherche aujourd'hui à reprendre le contrôle de son image, de ses références et de ses modèles culturels pour célébrer sa beauté, tout simplement la beauté noire. Et puis ça dit enfin que ces nouveaux modèles se construisent également à travers des figures qui repoussent les limites, comme la Marocaine Nawal Soundla, entrée cette semaine dans l'histoire de l'alpinisme mondial, dans une discipline, comme on l'a dit, où l'on n'attend pas toujours voir briller la jeunesse africaine. Bref, la presse africaine, ça raconte beaucoup de choses et surtout des histoires inspirantes. Merci de nous avoir suivis dans Ça dit quoi. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer de lire entre les lignes de l'actualité avec un regard toujours bien africain.